Et c'est l'édito de ce lundi, l'éditorial qui reçoit Patrick Christian Dobo, le directeur de l'information de Dash Media. Bonsoir monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Amel, bonsoir à nos téléspectateurs ce soir. Alors nous parlons d'un débat public au Cameroun, un terreau de division, c'est un peu la question que vous vous posez entre les lignes. Alors le débat public, je reviens là-dessus, qui nous a offert ces derniers jours, selon vous, des sujets de distraction dans le pays. Alors j'aime bien l'expression que vous avez utilisée, c'est-à-dire qu'un terreau de diversion. Effectivement, quand on regarde les sujets de concentration, en tout cas à grande échelle, si on s'en tient aux réseaux sociaux et peut-être sur les débats télévisés, radiodiffusés, on se rend compte qu'effectivement, on peut voir entre les lignes une diversion à très grande échelle, effectivement. Et le moins ce que nous pouvons dire ce soir dans cette réflexion, après avoir regardé, scruté, est qu'effectivement, on a comme affaire à des fertilisants pour la momification de la pensée publique, la pensée collective, j'allais dire, qui détourne bon nombre de nos compatriotes des sujets d'intérêt de premier ordre pour les orienter vers ce qu'on pourrait appeler une espèce d'opium populiste. Une espèce d'opium populiste qui contribue à alimenter à coups de scandales, des scandales qu'on a envie de dire bien orchestrés sur des sujets visiblement biaisés à la base, qui permettent facilement de distraire nos compatriotes avec autant de temps, d'énergie. Nous n'avons même pas envie de penser au nombre de data ou alors de temps en termes d'énergie financière et tout ce que vous pouvez imaginer que nos compatriotes laissent dans ce type de débat que nous avons appelé préalablement des débats biaisés, qui sont une espèce d'opium qui console certains, et on a envie de se demander pourquoi. Parce que lorsque vous voyez l'énergie et le temps mis sur ces débats, c'est une énergie et peut-être un temps qui pourrait servir à contribuer, pourquoi pas à gagner de façon meilleure sa vie. Et donc, on ne va même pas aller chercher loin. Regardez dans la semaine, on n'avait pas encore fini de scruter, d'épiloguer sur les déclarations de l'entraîneur national des Lions Indomptables, l'équipe Fagnon, sur l'ancien capitaine des Lions Indomptables, actuellement président de la fédération, Marc Brice sur Eto'o, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui a ramené sa dose nouvelle de distraction, comme si on n'en avait pas déjà assez de ces sujets avec ces deux personnes qui finalement sont devenus un très bon fonds de commerce pour le débat public. On était à peine sorti de cette situation qu'on se retrouve dans une espèce de diatribe dans l'espace public au sujet du soutien de certains chefs traditionnels à la candidature supposée, pas encore annoncée, du chef de l'État en place, avec des diversions, des divergences et surtout une véhémence dans les propos de nos compatriotes autour d'un sujet qui n'a même pas encore eu confirmation du concerné principal ou tout au moins des instances définitives qui valideront la candidature d'abord au sein de son parti et ensuite à l'échelle des organes en charge de l'élection. Et puis, on est passé à côté avec une autre, on a envie de dire, une autre figure tout aussi polémique, peut-être même provocatrice pour quelques-uns, de voir quelques chefs de parti entourés, une fois de plus, du ministre de l'administration territoriale qui déclarent leur soutien au chef de l'État. Encore que là, il n'y a pas de problème. Cela fait partie de la vie des formations politiques, à pouvoir choisir quel est tout au moins le cheval de bataille qu'ils considèrent comme étant le mieux pour leur orientation. Mais on peut simplement se poser la question de savoir si cela se fait auprès du ministre de l'administration territoriale, alors que les formations politiques, en tout cas pour celles qui se respectent, ont des instances qui peuvent collaborer, des alliances entre les formations politiques. On pourrait dire que c'est d'ailleurs la chose la plus basique, c'est la chose, on a envie de dire, la plus normale. Pourquoi en faire un débat à l'échelle nationale au point de titaniser l'espace public, de s'accaparer d'un instant, d'un moment qui aurait permis à nos compatriotes de réfléchir sur des sujets sensibles. Et pendant ce temps, on a l'impression que la pensée collective est quelque peu zombifiée parce que prise en otage par ces sujets, et il y en a d'autres, on n'en a que pris ces quelques exemples, il y en a d'autres comme ça qui sont déversés dans l'espace public, qui polluent la discussion, qui étouffent les sujets d'ordre sensible et important de prendre le débat. Et parfois cela se fait
à coup de renfort médiatique. On n'était pas encore sorti du débat sur le sac de riz à 15 000, avec la qualité déclarée douteuse d'une part par certaines associations de consommateurs, avec la réplique qui nous est venue des promoteurs du ministère du Commerce et même avec des preuves venant du Centre Pasteur. On en parlera peut-être dans la deuxième partie de cette intervention. Autant de sujets qui malheureusement se déroulent au nez et à la barbe des missionnaires régaliens de l'État, du gouvernement, qui doivent permettre de donner à nos compatriotes des sujets qui nous amènent dans la réflexion profonde de ce que nous sommes, ce que nous voulons et avec qui nous voulons voir notre destinée avancer. Donc, autant de sujets qui, malheureusement, portent l'amertume de notre propos ce soir. Est-ce que l'espace public est devenu un espace d'anéantissement de la réflexion collective? Est-ce que l'espace public ne devrait pas nous servir à autre chose que ça? Pendant ce temps, nos compatriotes se meurent de la qualité des produits relatés, de mauvaise qualité, contrefaits, qui nous sont servis dans les espaces marchands, que nous consommons dans nos ménages, avec le gros risque que cela représente pour nos santé, pour la vie de nos compatriotes, qu'on oriente plutôt vers ce type de sujet que nous considérons comme étant des véritables sujets de diversion. Justement, avant de poursuivre, j'ai une question qui me vient à l'esprit à l'instant sur le terreau. On a parlé de diversion au Cameroun. Il y a justement certains qui pensent que ces sujets qui alimentent l'espace public camerounais, ce sont des sujets de diversion au détriment des véritables problèmes que connaît le Cameroun. Oui, effectivement, malheureusement, ces sujets ne sont pas des sujets pris comme ça de façon anodine, il faut le dire. Lorsque vous voyez, on a comme l'impression que c'est une espèce d'iceberg. Et que dans le tréfonds, vous avez les vrais enjeux. Les vrais enjeux qui sont ceux d'une minorité de quelques personnes qui sont détenteurs du pouvoir politique, socio-économique, et même, puisque nous sommes arrivés sur le plan de l'élite traditionnelle, même traditionnelle. Et à la vérité, lorsque ces débats sont servis à l'opinion publique, en dessous de table se cachent de véritables enjeux, des enjeux très juteux pour ceux qui ont conscience de ce qu'ils ont à polluer l'espace public pour ne pas permettre à la réflexion collective de revenir sur des sujets d'importance qui concernent ces types de mécanismes juteux qui se font en dessous de table. Nous n'allons citer peut-être pas d'exemple ici, mais tenez-vous tranquille. Lorsqu'on parle de ce genre de situation, on lisait encore, vous le disiez dans l'entame de cette édition du Prime, cette sortie, par exemple, de la directrice par intérim, directrice générale par intérim, de l'Agence des normes et de la qualité, qui donnait 15 jours. C'est un communiqué signé le 30, il me semble, qui donnait 15 jours aux opérateurs économiques pour se conformer à la vérification de leurs produits. Eh bien, l'ANOR s'appuie sur le décret de 2019 qui lui donne un certain nombre de prérogatives, notamment en matière de certification. Mais on se souvient bien qu'il y a quelques jours, ici, nous parlions nous aussi de la qualité de ces produits, avec la mise sur pied du Centre technique agroalimentaire du Cameroun, un centre technique qui est financé par les partenaires avec l'État du Cameroun, qui donne son notion pour que ce centre soit l'organe de vérification de ces produits qui entrent et qui sont fabriqués sur le territoire. Et on a la manie dans notre pays de faire un cumul d'institutions qui se marchent sur les pieds, certaines parfois prenant les prérogatives d'autres, et à la fin, ceux qui souffrent, ce sont les populations, les consommateurs et le Camerounais lambda. Alors, nous, on a envie de se poser la question de savoir qui fait quoi finalement dans la vérification de ces produits qui, malgré la présence de ces institutions, l'ANOR, depuis longtemps, on en a vu d'autres, continuent à être servis sur nos espaces marchands avec des qualités douteuses, avec des découvertes lamentables. D'ailleurs, vous avez entendu durant les 2 dernières semaines, et peut-être même un peu plus, les associations de consommateurs monter au créneau. Et nous, on se pose la question de savoir. On parlait du riz tout à l'heure qui a fait polémique, le riz qui a été mis sur l'espace public avec une campagne baptisée de lutte contre la vie moins chère. On nous a parlé des résultats qui viendraient du Centre Pasteur. Serait-ce la mission première du Centre Pasteur alors que l'État a mis et consenti sur pied un centre technique agroalimentaire qui est spécialisé avec un laboratoire doté de tout ce qui est nécessaire pour le faire,
Pourquoi ne peut-on pas se référer à cette institution? On peut se poser la question. À côté de cette institution, il n'y a que des pays voisins, la Gaza du côté du Gabon, la RCA et bien d'autres viennent faire ces tests chez nous. Et nous avons un organe que l'État a mis en place avec, bien sûr, la contribution du secteur privé et les partenaires internationaux, qui ne peut pas jouer ce rôle. Et nous, on revient à se demander si l'ANOR peut jouer le rôle à la fois d'évaluateur et de certificateur. Alors que dans un contexte comme celui-là, toutes ces institutions, que ce soit l'ANOR et autres, devraient se servir de ce laboratoire mis en place par l'État pour certifier. Pourquoi fuit-on ce laboratoire? Voilà une question principale. Parce que derrière, lorsque nous allons sous Cap et que nous nous rendons compte que certains en font un jeu de camarades, de certification à tête chercheuse, on pourra donc se demander pourquoi beaucoup de produits certifiés dans l'espace public sont, malgré la certification obtenue, entachés de déclarations douteuses sur la qualité de ces produits. Il faudrait peut-être que chacun revienne dans son rôle. Et dans ce cadre, on a envie de se poser la question de savoir que fait le ministère du Commerce, qui, d'après l'organisation, la loi portant organisation de l'activité commerciale, fait de ce ministère le gendarme de ce qui doit être mis sur l'espace public en matière de commercialisation dans notre pays. Et ce gendarme-là doit se référer aux institutions mises en place par l'État. C'est-à-dire, par exemple, le Centre technique agroalimentaire qui évalue, parce qu'il est doté d'équipements nécessaires, et l'ANOR qui, après avoir reçu les évaluations, certifie. Mais dans un contexte comme celui-là, que va-t-on demander aux opérateurs? N'est-ce pas une autre manière de créer un flou qui va davantage créer la zizanie et faire en sorte que les consommateurs en soient victimes une fois de plus? Donc, autant de questions qui peuvent permettre de comprendre qu'on a plus à voir en termes de sérieux dans ce que nous faisons et dans ce que nous servons à nos compatriotes. Les débats publics nous éloignent des choses sérieuses et ceux qui sont appelés à mener l'action sur le terrain, l'action dans les mécanismes de gouvernance à différentes échelles, le font à leur timing, suivant leurs desiderata et malheureusement, parfois en fonction des humeurs de certains décideurs ou de certains chefs de structure, pourtant mis en place toutes ces structures-là par l'État. Je ne suis peut-être pas la seule qui voudrait savoir, justement, au vu justement au sujet de ces produits agroalimentaires, qui est donc mieux placé pour rassurer les Camerounais sur la qualité des produits qui sont vendus sur les différents marchés? Alors, le principe est simple. L'État a mis un certain nombre d'institutions. Vous avez l'ANOR qui devrait certifier, et jusqu'à preuve du contraire, c'est une mission régalienne de l'ANOR. Mais si l'État décide de mettre en place un centre technique agroalimentaire pour ce segment, comment peut-on avoir un centre technique agroalimentaire et on va, par exemple, pour le cas du riz, faire les tests au centre passeur? Alors que l'État a mis en place avec les partenaires à l'échelle internationale un centre technique agroalimentaire. On peut partir de ce cas pour se poser la question sur d'autres cas. Et si vous vous rendez compte que cette zizanie-là continue, ne peut pas mettre une synergie de collaboration, il y a forcément des intérêts juteux. N'allez pas me poser la question. Ces intérêts sont d'ordre très très pertinent parce que ces intérêts, malheureusement, charrient beaucoup d'enjeux financiers dans la capacité à dire oui ou non à une quelconque certification qui serait donnée. Et dans ce cas de figure, chacun devrait revoir quel est son rôle. Et la chaîne devrait être vérifiée par le gendarme de l'activité commerciale, qui est le ministère du Commerce, qui doit pouvoir reconnaître à chacune de ces entités le rôle que l'État a bien voulu lui donner dans le processus de certification de ce que nous achetons pour consommer dans nos ménages. Très bien. C'est une grosse problématique, forcément, ou probablement, qui sera à discuter sur les antennes de grosses batailles en perspective qui ont déjà commencé à se faire voir à l'horizon. Merci beaucoup à vous, Patrick, à Christian, d'abord pour cet édito. Et on vous retrouve avec le même plaisir, ce sera lundi prochain. Tout à fait, madame.